la matière de la peinture, et là, bon, on va arriver à ma conception selon la peinture, mais c'est le temps. De mon double exercice de l'oisiveté, qui est la peinture et le jardin. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, ce sont deux activités qui sont assez consubstantielles. Pour jardiner comme pour peindre, je me suis aperçue que finalement, la méthode était assez, enfin, telle que je la pratique évidemment, ma méthode personnelle était relativement, mes méthodes étaient proches. Ce qu'elles ont en commun, c'est, et pour moi c'est indispensable, l'amour du paysage, l'amour des essences, l'amour des végétaux, l'amour des insectes, l'amour des oiseaux, l'amour du vivant. Quand je suis devant la toile, mon idée initiale, enfin, comment dire, mon intention première, puisqu'il y a toujours une intention, elle vient de là, de représenter, d'arracher au temps en fait. Parce que c'est bien ça, représenter, pour moi. C'est d'arracher au temps, mais sans le priver de vie. C'est toujours pareil, c'est là que ça va devenir compliqué, mais c'est d'arracher au temps, d'éterniser, voilà. Plutôt que d'arracher au temps, c'est d'éterniser. Ce n'est pas un instant que j'éternise. Mon temps, il est à la fois archaïque, anachronique, tout ce que vous voulez, il n'a pas de limite. Mais c'est d'éterniser ce que je vais représenter, que ce soit un insecte, un oiseau, une personne, un lieu. Ça va être ça. Ça va être de lui apporter cela, de le transformer en œuvre d'art. La spontanéité en peinture ne me semble pas la meilleure chose. L'émotion non plus. Je fais un distinguo entre l'émotion et le cœur, évidemment. Le cœur, l'amour qu'on porte aux choses, c'est pas quelque chose de volatile, c'est quelque chose de profond. En tout cas pour moi, et c'est quelque chose de profond. C'est pas versatile. Ça ne change pas. Je ne change pas de cœur comme de chemise. Voilà. Je suis quelqu'un d'assez permanent, si vous voulez. L'impermanence en peinture, non, parce qu'il me touche dans l'œuvre d'art, c'est bien sa permanence. C'est donc son pouvoir de durée. Et c'est en quoi, pour moi, elle n'est pas dépassable. Dans le jardin, en revanche, je vais recommencer toujours la même chose. Là, c'est différent, parce que j'ai un cycle qui est un cycle naturel, auquel je me conforme, et ce cycle-là, il évolue au fil des saisons, donc je m'y adapte. Mais j'allais dire, j'ai un peu la même façon de travailler les deux. Et puis ensuite, il y a l'œil et la main quand j'arrive à l'exécution. Mais encore un autre travail, celui-ci. Dans le jardin, c'est l'œil naturel. Mais l'œil naturel est très important. C'est l'œil naturel qui va me permettre de déceler, par la présence de telle variété de mousse ou telle espèce que je vais voir au sol, que l'eau n'est pas loin. Et de savoir à peu près où elle se trouve. Donc l'œil naturel m'est extrêmement utile. En peinture, il y a ce qu'on appelle, enfin ce que j'appellerais le tout d'un regard. Le tout d'un regard, c'est à la fois l'œil naturel, et ce que j'appelle l'œil profond, ce n'est pas purement rétinien. Et c'est bien en ça aussi qu'elle nous touche. Et c'est bien en ça qu'elle défie le temps, c'est qu'elle n'est pas purement rétinienne, ce qui lui donne sa stabilité. Cette partie-là est toujours dans la représentation de la nature, sous une autre forme, une forme, j'allais dire, plus académique ou plus classique, dans le sens où ce sont des toiles sur châssis. Voilà. Je retrouve mon médium habituel, mon médium que j'affectionne, pour lequel j'ai toujours autant d'amour. Je ne quitte pas l'un pour l'autre, voyez. On n'est pas toujours... non, je ne fais pas de choix. Je vais là, je vais ailleurs, je découvre, j'explore. Ça fait aussi partie de mon oisiveté contemplative et de ma concentration attentive, de voir des matériaux que je ne connais pas et d'essayer d'aller vers ce que j'ignore, de continuer à travailler, c'est-à-dire de continuer à apprendre. Je découvre de nouveaux supports. Par exemple, longtemps je n'ai travaillé que de la toile. La toile était mon seul support. Bon, parce que j'aime bien cette idée de toile aussi, et j'aime toujours la toile. Hein. Mais peut-être, en effet, d'autres matériaux se sont invités. Alors, pourquoi? Souvent par hasard. Les rouleaux de plomb que je vous ai montrés tout à l'heure, parce que j'avais du plomb que j'ai récupéré sur ma toiture. Alors le plomb, c'est merveilleux, parce que d'abord c'est le matériau alchimique. Hein. La transmutation du plomb en or, ça a occupé quand même pas mal de siècles et pas mal d'alchimistes.
Moi, je n'ai pas cette prétention-là à vouloir en faire de l'or, non. Mais je me suis dit, tiens, voilà des rouleaux de plomb. Alors, j'aime beaucoup le matériau parce qu'il y a beaucoup d'argent dans le plomb, donc il est très ductile. Donc, c'est un matériau qui est assez agréable à toucher. Et je me suis dit, tiens, que faire avec des rouleaux de plomb? Parce que le rouleau de plomb, c'est vrai que c'est plombé, quoi. Il y a tout un tas de termes qui sont assez négatifs entourant le plomb. Les années de plomb, tout ça, les semelles de plomb. Enfin, je suis en train de chercher dans le vocabulaire. Non, le plomb, à part le transformer en or, le plomb a toujours été assez mal perçu comme matériau. Et pourtant, c'est un matériau très agréable. Donc, je me suis dit qu'en faire, eh bien, dans cette espèce de ductilité de l'argent, j'avais envie d'éterniser des papillons, des libellules. Des êtres bondissants, des êtres vivants, volants, des éclats de lumière dans le plomb. Voilà, moi j'ai cherché ça dans le plomb, pas d'or, mais j'ai cherché à éterniser, je vous dis, ces espèces d'animaux, d'en faire des fresques, des frises. Ce sont mes frises, voilà, mes frises de plomb. Pendant cette période qu'on a appelée le confinement, il m'est arrivé de sortir parce que je pouvais avoir des attestations me permettant de sortir, professionnelles. Donc et de voir dans la rue, finalement de façon très visible, ce que l'on voit moins quand les rues sont animées, c'était beaucoup, il me semble avoir vu beaucoup de monde qui dormait sur des cartons. J'ai vu beaucoup de cartons à ce moment-là. Beaucoup de cartons qui servaient d'hébergement précaire, mais le carton a des qualités de protection contre le froid en tout cas, et contre la pluie c'est pas terrible, mais contre le froid. Et j'ai vu beaucoup de cartons à ce moment-là, et ces cartons-là, ces villes de carton, ces demeures de carton, elles m'ont impressionnée. J'ai vu beaucoup de gens abriter ce qui restait de leurs rêves. Souvent des rêves déchus, je pense d'ailleurs. En tout cas, des rêves. À un moment, les cartons aussi ça. À mon avis, ils emprisonnent beaucoup de rêves aussi, de désespoir aussi. Et je me suis dit, tiens, ces cartons-là, c'est un matériau de rebut, puisqu'on le laisse, c'est celui qu'on laisse pour la construction de fragiles édifices, que sont des vies fragiles, celles qui sont dehors. Et je me suis dit, avec ces cartons-là, pourquoi pas faire quelque chose d'autre. Et quelque chose, comment dire, de ces cartons-là, qui peuvent être un symbole de laideur, très vite, je me suis dit, de ces cartons-là, on peut sans doute faire de la beauté aussi. Et c'est là que la peinture, de nouveau, agit, je pense. Et je pense qu'elle a ce pouvoir. De ce carton qui est la trace physique de l'instabilité parfaite. Quand on n'a rien au monde, on trouvera toujours 3 cartons pour s'abriter. Ce matériau-là, qui est plutôt un matériau pauvre, mais qui peut servir, je me suis dit, la peinture a sans doute le pouvoir de lui apporter ça. Ce que je vous disais précédemment, la stabilité. Prenons le matériau le plus instable qui soit, ou qui est le symbole, l'allégorie de la parfaite instabilité, et faisons-en quelque chose de profondément stable, pérenne, de profondément solide, très solide. Et je me suis dit, par de là. Alors il m'est venu la peinture byzantine. Il m'est revenu en mémoire le grand retable de l'agneau mystique à Gand. Il m'est revenu toute cette peinture, justement, cette peinture du Nord, cette peinture flamande, et des triptyques, des retables qu'on voit aussi dans les églises. Et je me suis dit, voilà, le carton, tu vas en faire un espèce de matériau majestueux. Tu vas en faire autre chose. Tu vas lui donner une présence immense en le travaillant de cette matière-là. C'est une espèce de volonté d'éternisation d'oiseaux, mais pas que, de figures tutélaires auxquelles je tiens, qui peuvent être par moments assez religieuses d'ailleurs, je dois le reconnaître, la forme du retable. Alors, les écorces ont une importance particulière, comme les cartons. Il y a le retable des cartons,
qui est le grand retable des bois, on va l'appeler comme ça par commodité. Voilà. Il y a beaucoup de représentations animales dedans. Dans la partie des écorces, là, elle est vraiment dédiée au végétal. Alors j'aime beaucoup le mot écorce, parce que dans le mot écorce, on trouve écorche, c'est ce qui nous rapproche du végétal, que la peau, l'écorce des arbres, la peau humaine ont beaucoup de points communs. Elles sont scarifiées de la même manière par le temps, elles se scarifient pour tout un tas de raisons, mais elles le sont. Elles sont soumises à cette épreuve-là, j'ai toujours été très sensible à cela. Et cette partie des écorces, donc c'est de la peinture, ce sont des fragments d'écorce, donc des fragments de toile peinte, que j'ai assemblé, que j'ai monté, contre-collé sur des feuilles de papier chiffon, puisque le papier chiffon est rentré dans mon travail aussi, c'est invité. Et chaque écorce est différente. Pas une ressemble à l'autre, il y a au total 35 morceaux d'écorce. Si quelqu'un peut poser son esprit dedans et à un moment s'y retrouve, s'y réconforte, si elle lui donne cette stabilité, cette durée, même si c'est une chose qu'il pose, il en fait ce qu'il en veut. Voilà, elle est arrivée là où elle devait aller. Nous avons tous un fond symbolique commun. Ce fond symbolique commun, ce sont ces fameuses images qui ont traversé le temps, que nous connaissons tous. Ce sont ces morceaux de poèmes que nous avons peut-être tous, plus ou moins, enfin certains en tête. Ce sont des airs de musique, ce sont qui nous ont structurés, qui sont notre repos et qui sont l'endroit où nos esprits se posent, qui sont nos ancrages. J'ai voulu travailler autour de cela. Je cours inlassablement et je sais que je ne la rattraperai jamais. C'est pour ça que ce n'est pas une ambition. Je sais que je ne l'attraperai jamais. Toute ma vie, tant que je pourrais courir, je courrai derrière une chose. Je courrai à la poursuite de la beauté, partout où elle se trouve. Aller la chercher, courir derrière. Elle est devant moi, elle est toujours devant moi. Et moi-même, en tant que peintre, jamais je n'y atteindrai. Je pense, jamais. Mais peu importe, peu importe. Je vous dis, l'héritage du passé, les maîtres, les patrons, et devant. C'est pour ça que querelle des anciens, des modernes, ça ne veut rien dire. Peinture ancienne, peinture moderne, je ne sais pas. Pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Non, toujours la même quête. Poursuivre inlassablement la beauté.